Salut, toi qui nous écoutes, tu as dans les oreilles le 3e épisode du podcast de Culture Confite, Pod Confiture. Sur le même modèle de partage culturel que la semaine dernière, je vais tirer d'un événement culturel récent des questionnements plus larges, ce qui me permet de dériver sur un autre sujet du même acabit pour t'en apprendre toujours plus. Cette semaine, il sera question d'anniversaire, de séries, de femmes, de créatures mythiques, de pouvoirs et de légendes. Tu as peut-être déjà deviné le sujet du jour. Prépare-toi, on se dirige tout droit dans l'antre du dragon pour célébrer les 10 ans de l'incontournable série Game of Thrones. Pas d'inquiétude, je ne vais pas te faire un résumé analytique et barbant de la série. En revanche, j'ai décidé de te proposer une vue d'ensemble du personnage de Daenerys Targaryen, icône de la série qui mérite bien une partie du podcast sur elle. En revanche, je préfère te prévenir que si tu n'as pas vu la série, tu risques d'être spoilé, mais ce n'est pas une raison pour abréger ton écoute. Alors rendez-vous en description du podcast, il y est renseigné à quel moment précis je passe à la 2e partie de celui-ci sur les origines des dragons japonais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Daenerys est un des personnages phares de la série Game of Thrones. C'est la mère des dragons, incarnée par Emilia Clarke, mais surtout reconnaissable entre toutes par son épaisse chevelure, oscillant entre le blond et l'argenté, et ses grands yeux bleus. Elle est la fille du roi fou Aerys Targaryen, assassiné avant le point de départ de la série. Elle et son frère Viserys sont exilés dans les cités libres d'Essos, à l'est de Westeros, le continent mythique où se déroule la série. Son frère Viserys, obsédé par l'idée de reprendre ses droits royaux, finit par littéralement l'offrir au Khal Drogo, chef des Dothraki, qui sont à ce moment dépeints comme un peuple de cavaliers barbares, contre la promesse d'une armée pour reconquérir le trône de fer. Lors de son mariage, elle se voit offrir 3 œufs de dragon, animaux mythiques supposément disparus de Westeros. La dynastie des Targaryens est connue pour avoir reconquis Westeros en chevauchant ces sublimes créatures. Derrière ses grands yeux innocents et son très jeune âge se cache néanmoins l'ambition d'une femme puissante. Elle finit par retourner son mariage à son avantage en gagnant le respect des Dothraki et surtout l'amour de son mari. Bon, Viserys assassiné, Khal Drogo décédé, elle se retrouve seule et est accusée d'être responsable de la mort de son mari. Lors du bûcher funéraire de celui-ci, elle s'immole avec lui, prenant avec elle les œufs de dragon. Sous les yeux ahuris de l'assemblée qui la retrouve intacte dans les cendres, elle se relève en reine, avec à ses côtés 3 petits dragons. C'est là que commence le grand destin de Daenerys Targaryen. Elle et les quelques Dothraki qui la soutiennent encore après le miracle de l'éclosion se lancent dans une épopée à la conquête d'un nouveau royaume libre. Je ne vais pas ici tout te raconter car les étapes de son long voyage sont très nombreuses, mais il me semble intéressant de s'arrêter sur l'épisode de la cité d'Astapor. Cette ville esclavagiste commercialise des soldats prêts à l'emploi, émasculés, entraînés et dociles, nommés les Immaculés. Lorsque leurs propriétaires exigent les dragons en échange d'une force armée, Daenerys anéantit la ville et libère ses esclaves, qu'ils soient soldats ou non. Bien sûr, les Immaculés la suivent et la choisissent comme reine. Après cet événement, démarre une quête à travers les cités libres d'Essos afin de délivrer tous les esclaves, mais aussi la région, pour ensuite la gouverner. Les esclaves libérés la voient comme une reine-mère bienfaitrice et puissante et la nomment Mhysa. C'est surtout cet aspect du personnage que je voudrais mettre en lumière, car il semble y avoir un parallèle évident avec la figure de la reine Boadicée. C'est une ancienne reine d'un peuple celte de l'actuelle Grande-Bretagne. Elle a régné entre 30 et 61 après Jésus-Christ. Son mari avait prêté allégeance à l'Empire romain en espérant préserver la sécurité et le contrôle de son royaume, et surtout de son peuple. Mais à la mort de ce dernier, l'Empire romain a annexé son royaume et a confisqué ses biens.
Boadicée fut fouettée en place publique. C'est un châtiment très humiliant qui est habituellement réservé aux esclaves. Ce qui la poussera en fait à lancer un grand mouvement de révolte. Comme Daenerys, elle abhorre l'esclavage et lance alors une campagne à l'aide d'une coalition de tribus bretonnes pour attaquer, mais aussi brûler des villes romaines, de Camulodunum à Londinium, à tout hasard. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? L'historien Dion Cassius la décrivait ainsi. Grande, terrible à voir et dotée d'une voix puissante. Des cheveux roux flamboyants lui tombaient jusqu'aux genoux et elle portait un torque d'or décoré, une tunique multicolore et un épais manteau retenu par une broche. Elle était armée d'une longue lance et inspirait la terreur à ceux qui l'apercevaient. L'histoire de Boadicée est mentionnée notamment dans les écrits de Tacite et elle est encore aujourd'hui une figure héroïque populaire de la Grande-Bretagne. En même temps, faut bien avouer que c'était une dure à cuire comme on les aime. En y réfléchissant avec plus de hauteur, on réalise que Daenerys et la reine Boadicée sont de jeunes veuves, haïssant toutes deux l'esclavage, dotées d'une détermination sans limite et un certain goût pour les flammes. Il est clair que George A.R.R. Martin connaissait bien ce personnage historique. Par ailleurs, on peut aussi voir entre les lignes quelques ressemblances avec la figure de Cléopâtre VII. Elle aussi seule descendante de sa dynastie, les Ptolémées, ayant levé une armée de mercenaires, elle se cherche des alliés qu'elle trouve notamment en la figure de Jules César, à qui elle donnera un fils. On peut noter un autre clin d'œil à l'histoire dans Game of Thrones. Comme les Ptolémées, les Targaryens avaient pour tradition de se marier uniquement dans le cercle familial pour garder leur lignée pure. Je glisse ça comme ça, mais ça pourrait expliquer certains comportements. Quant à notre Daenerys, son armée levée et ses dragons devenus bien grands, elle a fini par aller réclamer ce qui lui revenait, le trône de fer. Si tu as vu la série, tu sais que ça ne va pas se passer exactement comme prévu, mais promis pour les autres, on n'en dira pas plus. En tout cas, c'est un personnage qui connaît une évolution impressionnante. De la jeune fille timide, elle s'érige en souveraine, juste et adulée, jusqu'à devenir la reine sanguinaire. Ce personnage féminin est l'un des plus intéressants de la série et nous suivons notamment son apprentissage de la justice et du pouvoir pour servir ses idéaux bien différents des autres personnages. Entourée de conseillers qu'elle choisit avec rigueur, elle ne se laisse plus jamais marcher sur les pieds. Ceux qui ont essayé n'ont jamais survécu assez longtemps pour s'en vanter. Parler de ce personnage culte et de ses créatures m'a donné envie de vous raconter les origines des dragons japonais. Le dragon japonais est d'origine chinoise. Déjà, ça commence bien. C'est une créature serpentine qui ne possède pas d'ailes, contrairement au dragon occidental que l'on a l'habitude de croiser dans le cinéma ou la littérature. S'il peut voler, ce n'est pas son principal pouvoir, car il tient davantage du serpent que de l'oiseau. On est donc assez loin du stéréotype de dragon européen, planant dans les airs avec ses ailes gigantesques et crachant du feu. Son apparence ressemble à une chimère, c'est un mélange entre un corps de reptile, des pattes de tigre, des serres d'aigle, une tête de chameau poilu, des oreilles de bœuf et des cornes de cerf. Ses yeux démoniaques exacerbent son air féroce. À la différence de son cousin chinois, le dragon japonais ne possède que 3 griffes au lieu de 5. Son évolution requiert de très nombreuses années, ça se compte même en siècles. Il est d'abord un serpent, puis il devient une carpe, pour finalement muter en dragon. Après avoir développé une barbichette, des pattes griffues, une queue, des cornes pour discerner les sons, et pour finir, une crête lui permettant de voler une fois devenu adulte. Selon la mythologie nippone, cette créature a le pouvoir suprême de se métamorphoser. Il est capable de grandir son corps, de devenir invisible ou encore de prendre l'apparence humaine.
comme nous pouvons le voir dans le film d'animation Le Voyage de Chihiro, film d'animation du studio Ghibli réalisé par Hayao Miyazaki. D'ailleurs, si tu ne connais pas, je t'invite à jeter un coup d'œil au compte Instagram de Culture Confite. Un super article y est dédié. Bon, en réalité, il existe 5 types de dragons, tous dotés de pouvoirs et de vertus différents. Le dragon céleste, qui est gardien des kami, qui sont les divinités nippones. Le dragon spirituel, dieu du vent et de la pluie. Le dragon terrestre, gardien des rivières et des océans. Le dragon défendeur de trésors, qui veille sur les pierres précieuses. Et enfin, le dragon impérial, symbole de la dynastie chinoise. Tout comme la nature, ils sont symboles de force et de pouvoir, je pense que tu l'auras compris. Ils sont grandement respectés, adulés et même honorés au Japon, puisqu'ils apportent bonheur, richesse et succès et symbolisent la sagesse, la persévérance et l'immortalité. On les implorerait même pour attirer la pluie, nourricière des terres. Le dragon japonais est connu comme étant un des gardiens du bouddhisme, grande religion polythéiste. Ils apparaissent sur de nombreux édifices religieux afin de protéger les divinités. Ils y sont soit sculptés, soit peints. Les dragons font l'objet d'immenses fêtes. Chaque année, au printemps, les Japonais les honorent à Tokyo lors du Kinryu no Mai, cérémonie qui a lieu à Sansoji d'Asakusa, le plus ancien temple bouddhiste de la capitale. Un dragon doré parade autour de l'édifice religieux, porté par 8 danseurs. Son corps mesure 18 mètres de long et possède pas moins de 8888 écailles. Comme tu peux le constater, le 8 est très présent. Rien d'étonnant là-dedans. C'est en effet un chiffre fétiche chez les bouddhistes. Si vous voulez voir ces créatures impressionnantes en action, je vous conseille de vous renseigner sur certaines légendes et certains mythes, notamment celle de Yamato no Orochi ou encore le mythe de Ryujin et de la Méduse. Je vous prie d'excuser ma prononciation. En tout cas, c'est terminé. Merci pour ton écoute. Tu peux facilement nous retrouver sur Instagram, culture-confite. C'était Emma et Elisa. Si tu n'as pas entendu sa douce voix, c'est parce qu'elle a été la rédactrice de la partie sur Daenerys. Alors merci beaucoup aussi à elle. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pod Confiture.